Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé, de là où vous nous suivez dans le monde. On se retrouve une nouvelle fois avec Willou. Avant de lui demander comment il va, j'ai d'abord envie de vous dire comment moi je vais. Moi je vais pas bien, en ce moment je vais pas bien, parce que je sais pas ce que lui il veut en fait. Là je me sens, tu vois quand j'étais jeune, je me rappelle très bien, ouais on est encore jeune, mais bon quand on était à l'école, tu vois, je me rappelle très bien, examen, contrôle et puis tout, et le prof il vient et il balance la phrase qui fait toujours peur, c'est les questions de l'examen seront basées sur les chapitres entre 1 et 12. Et là toi dans ta tête tu es comme, ok, j'ai une semaine pour étudier chapitre 1 jusqu'à chapitre 12. Mais en parallèle, tu as d'autres cours, en fait, que tu dois faire. Donc, ça veut dire que tu as d'autres stress que tu dois gérer. Et donc, du coup, quand tu décides d'étudier pour cet examen-là, ce qui m'est déjà arrivé, je décide de sauter des fois des chapitres. C'est-à-dire, allez, vas-y, le chapitre-là, il en a pas trop parlé. Vite fait en classe, tu vois. Il nous a posé 2-3 questions et tout. Et bang, à l'examen, c'est ce chapitre que tu n'avais pas étudié qui arrive. Donc, bref, on arrive là dans un nouveau concept. C'est pour vous dire, c'est les interrogations surprises de Willou. Donc, voilà. Willou, comment tu vas? Ça roule. Écoute, mec, la forme. Bon, déjà, je vais dire une chose. J'ai jamais vu un mec aussi traumatisé de l'école que Stan. Il y a clairement des démons ancestraux là-bas. Allez, il faut faire un peu de thérapie. Peut-être ce sera pour une prochaine fois. Deuxième chose, pour moi, la phrase la plus terrifiante qu'il y avait à l'école, c'était surtout t'entres dans la salle et c'est ok, rangez vos cahiers, rangez vos manuels. Interrogation surprise, et ça c'était la fameuse voilà, le moment peut-être moment de panique. Mais en vrai aujourd'hui non, c'est plutôt chill. En gros je me suis dit manière d'avoir une bonne discussion, c'est ça vient souvent de choses qu'on n'avait pas préparées, de trucs un petit peu à l'improviste. La magie et la meilleure alchimie, ça vient souvent de ces petits moments-là. Donc je me suis dit, Stan, il a aucune idée du sujet de sa propre vidéo. Et moi, j'ai réfléchi à 3 questions que j'ai envie de lui poser sur le monde du foot actuel. Et ça peut nous faire 3 bonnes petites conversations, je pense. Voilà, donc détente, chill. Et c'est pas comme s'il y avait des bonnes réponses, entre guillemets. Je vais pas te demander le vainqueur de la Ligue des Champions en 1962, tranquille. Même si, bien sûr, c'est le Real sûrement? Non, le Real, 62, je pense non Benfica en vrai. Ah ouais? Ouais, je pense parce que le Real gagne les 5 premières et après il y a les deux de Benfica avec Eusebio, etc. Tu confirmes? T'es en train de chercher là? 1962-63, c'est le Milan AC. Donc on va voir 61-62. Ok. On va voir 61-62, c'est Benfica. Ok, d'accord. 60... Donc c'est la première de l'AC Milan. Ouais, mais donc c'était pas ça du tout la question. J'ai trois petits sujets qui m'intéressent parce que même moi je me pose la question, ça m'intéresse de débattre dessus. Le premier, on va commencer du côté de Chelsea. Est-ce que tu penses que grosso modo ils sont dans la bonne direction? Est-ce qu'ils sont en train de prendre le bon chemin avec ce qu'on voit en ce moment? Est-ce que Chelsea est en train de prendre le bon chemin? Est-ce que Chelsea est sur la bonne direction? Ok, d'accord. Est-ce que Chelsea prend le bon chemin? Est-ce que Chelsea est sur la bonne direction? D'accord. Bon, déjà Chelsea, la saison pour le moment, si je regarde bien, j'ai envie de dire que oui, ils sont sur la bonne direction déjà à la base, tu vois, parce que en Première Ligue, pour le moment, c'est correct quand même, c'est pas la fin du monde. Chelsea est en train de se battre, si je ne me trompe pas, pour essayer de se qualifier en Ligue des Champions, et ils ont avec eux, pour le moment en tout cas, ça se joue plus ou moins à 3 ou à 4, ça dépend si Aston Villa va perdre des points dans les prochaines semaines ou pas. Donc je pense que tu as Manchester United, tu as Liverpool aussi. Bon, Chelsea a changé de coach. Chelsea ces derniers temps depuis l'arrivée de Todd Boehly, non, ça va pas. Non, en fait Chelsea ne va pas dans la bonne direction en fait, tu vois c'est ça le problème des interrogations surprises, c'est que j'essaie de recalibrer mais non, pour moi ça ne va pas. Pourquoi ça va pas? Parce que je trouve qu'il y a pas assez de stabilité à Chelsea. Je trouve qu'il y a pas assez de sérénité à Chelsea pour permettre à quelqu'un de pouvoir travailler sur le long terme, et ça c'est quand même dommage parce que depuis l'arrivée de Todd Boehly, si tu regardes bien, on a eu Thomas Tuchel qui était là, qui a gagné la Ligue
des Champions, qui, à mon humble avis, je pense, en tout cas, était sur la bonne lancée. Il est parti. Ils ont changé de coach. Enzo Maresca est arrivé. Il a gagné la Coupe du Monde des clubs. Il est quand même parti. Ça fait quand même le deuxième coach, si je me trompe pas, durant ces dernières années, qui gagne un titre majeur et qui après est viré. Bon, si on considère la Coupe du Monde des clubs comme étant un titre majeur, quand même cet été, les équipes l'ont joué plutôt sérieusement. Donc, du coup, là, t'arrives avec Liam Rossignol. On va voir ce que ça va donner, j'ai envie de dire, d'ici la fin de la saison. Normalement, ils devraient se qualifier en Ligue des Champions. C'est un objectif, c'est le minimum qu'ils doivent faire. Ils sont encore en Ligue des Champions. Normalement, ils doivent faire aussi un parcours quand même plus ou moins raisonnable, dépendamment de contre qui ils vont tomber. Chelsea a les capacités de pouvoir, je pense, se rendre au moins jusqu'en quart de finale. Donc, attention, c'est peut-être Paris Saint-Germain en huitième de finale. Je crois qu'il y a une chance sur deux, si le PSG se qualifie contre Monaco, que tu tombes contre Paris en huitième. Ouais, mais c'est quand même Chelsea, ils sont capables, tu vois, Chelsea, ils sont capables de fulgurance. Ils ont littéralement battu Paris 3-0 il y a pas longtemps. Et ils ont battu ils ont battu le Barça, non? Ouais, le Barça 3-0 et le PSG en finale de Coupe du Monde des clubs, il y a 6 mois. Et t'as joué face à Arsenal ce match-là chez eux à Stamford Bridge, joué à 10-11 après le carton rouge de Moïse Caicedo, ils font une top performance, tu vois. C'est une équipe qui a des capacités, qui a des joueurs, ils sont capables de se transcender, tu vois. Moi, j'ai envie de dire, ils ont ce qu'il faut pour essayer de faire une bonne saison. Maintenant, le problème, c'est que j'ai l'impression que d'un point de vue organisationnel, c'est encore le bordel. Il se passe des choses, tu comprends pas. Ça envoie des joueurs en prêt, ça les rappelle en prêt. Tu es acheté par Chelsea, tu signes un contrat de 8 ans, tu joues 2 ans, on t'envoie en prêt. Il n'y a pas cette stabilité. Le cas de Nicolas Jackson cet été, Liam Delap, Nicolas Jackson, Enzo Maresca aussi à l'intérieur, parce que quand tu parles avec les proches de Jackson, ils vont te dire qu'apparemment, ça faisait presque genre plusieurs mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, qu'il n'y avait pas eu de communication concrètement entre Maresca et puis Jackson. Donc, pourquoi cela? Donc, pour moi, il y a trop de, j'ai envie de dire, un peu de bordel de temps en temps à Chelsea. C'est ça qui peut les retarder. Mais globalement parlant, c'est une équipe qui, sur un match, sur une compétition, et on les connaît, tu vois, ils aiment bien les compétitions. Chelsea, ils peuvent faire abstraction du championnat et se dire, nous, on va jouer que la Ligue des Champions. Ils sont capables d'aller jusqu'au bout, franchement. Donc, pour moi, il y a du potentiel. Maintenant, j'aimerais mettre un dernier point. Ils sont trop nuls défensivement. On va me dire que ouais, c'est une des bonnes équipes défensives de Première Ligue et tout, mais face à des grandes adversités, face à des top players, en fait, ils sont trop faibles, malheureusement, à mon humble avis, défensivement. Acheampong est encore beaucoup trop jeune, et c'est pas, je sais pas, il a pas encore été mis dans des phases tests comme Mamadou Sarr, qui on peut dire était capitaine à Strasbourg, il joue demi-finale, finale de Coupe d'Afrique des Nations, il se gère, tu vois, il y a des boys qui ont été jetés dans le grand bain. Acheampong jusqu'à présent, bon, c'était l'année passée, les boys se gérait très bien en Conference League avec les Tyreek George et puis tout cela, tu vois. Donc, est-ce que c'est suffisant pour tenir, pour essayer d'aller au bout dans les grandes compétitions que tu joues face à des grandes adversités? Je sais pas. Ils ont ramené Mamadou Sarr jusqu'à présent, ça fait 2 matchs, il a pas joué. J'espère qu'il va jouer ce week-end. Ça joue encore entre Badiachil, Chalobah et tout. Donc, je trouve que l'axe central de Chelsea est problématique. Sur les côtés, ils ont de bons latéraux. Malo Gusto et Cucurella font une bonne saison, mais l'axe central est problématique et de temps en temps, les erreurs viennent souvent de là-bas. Donc ouais, est-ce que Chelsea est sur le bon chemin? Il pourrait être sur le bon chemin s'il y avait un peu plus de stabilité et j'ai envie de dire une meilleure gestion administrative peut-être dans le upper level pour que le club puisse avancer. Ouais, moi c'est comme ça que je vois l'affaire. Ouais, moi en vrai, je suis très d'accord avec ça et défensivement, moi, je partage 100%. Ils sont pas assez bons pour vraiment challenger pour le titre. En gros, je me dis, c'est quoi la bonne direction pour Chelsea déjà pour dire est-ce qu'ils sont sur la bonne voie? C'est quoi l'objectif? Et pour moi, l'objectif, c'est de challenger pour la Première Ligue. C'est ça le club que doit être Chelsea. Et donc, quel est le delta qui les sépare de pouvoir challenger pour la Première Ligue quand tu regardes Arsenal ou Manchester City? Clairement défensivement. Je pense Chelsea a la pire charnière centrale du Big Six. Si on regarde les 6 gros, bien sûr Arsenal, il y a pas question. À City, je préfère tous les jours Gvardiol, Ruben Dias que cet assemblage qui change en plus de match en match de Chalobah, Badiachil, Acheampong, Fofana quand il est là, mais il est pas toujours là. Quand Colwill reviendra, très bien. Je pense avec Colwill, t'as trouvé la moitié de ta charnière centrale. Et effectivement, il y a Mamadou Sarr. Donc ça, c'est un bon mec aussi à avoir dans les 4, je pense.
Mais quand je regarde les grandes campagnes de Chelsea qui va gagner la Première Ligue, genre 2014-2015 avec Terry, 2016-2017 avec c'était 14-15, c'était Terry Cahill, et Ouais, 2016-2017, je pense ils ont David Luiz Azpilicueta, ou même le Chelsea qui remporte la Ligue des Champions récemment avec Thiago Silva. Ils ont sans doute besoin de prendre enfin un mec d'expérience. Peut-être que moi j'aime bien cette stratégie dans l'ensemble. Je pense qu'ils sont en train de trouver beaucoup de réponses en ce moment, et du coup, est-ce qu'ils sont dans la bonne direction? Moi, je dirais oui dans un certain sens. Par exemple, tu vois, j'aime beaucoup ce qu'ils ont trouvé avec João Pedro récemment. Je pense que là, ils ont trouvé une réponse sur leur poste de neuf. Ils ont trouvé aussi une réponse, j'ai l'impression, de plus en plus avec Andrei Santos au milieu. Donc progressivement, on voit une ossature qui est en train de se bâtir. Disons Caicedo, Enzo, Andrei au milieu, Pedro en neuf, Palmer, Estevao. Tu commences à avoir, je trouve, tes 6 pièces un petit peu titulaires de devant, même si Estevao doit plus se prouver, mais on voit le potentiel. Donc devant, j'aime bien. Mais comme je te dis, ouais, la charnière centrale, je préfère Arsenal, je préfère City, moi, je préfère quand même Liverpool, même si Konaté est pas au top, je préfère n'importe quelle charnière en fait que tu construis, où t'as Van Dijk, mais n'importe qui à côté. Je préfère ça que ce que Chelsea est capable de mettre. Je préfère United, en vrai, le retour de Lisandro Martinez, j'adore. C'est chaud, Lisandro Martinez, Maguire, ça marche très très bien, franchement. C'est largement supérieur à ce que Chelsea est capable de mettre. Et même Tottenham est capable l'année prochaine, je pense, avec Van de Ven, s'ils le gardent, et ils vont avoir le retour de prêt de Luka Vučković, le jeune croate qu'ils ont prêté là à Hambourg, qui est en train de tout exploser à Hambourg. Il est passé d'une valorisation de 12 millions à 40 millions là sur juste son prêt de 6 mois. À Hambourg, c'est un des plus gros prospects de Bundesliga, et c'est genre peut-être déjà le meilleur joueur de duel aérien d'Europe. L'autre jour, il a fait un match, il a battu le nombre de duels aériens remportés. 18 duels aériens remportés en un seul match. C'est un monstre absolu. Donc lui, top prospect à mettre à côté de Van de Ven. Romero, j'ai de moins en moins de certitude sur lui. Tottenham, tu peux dire ils sont dans la conversation. Mais même eux qui sont genre 15e de Première Ligue, même pire peut-être 16e, ils ont, je pense, la possibilité d'avoir une meilleure charnière que Chelsea actuellement. Donc ça, pour moi, c'est le gros truc à renforcer si tu veux être vraiment compétitif à Première Ligue. Et après, sur le coach, je suis d'accord aussi quand je regarde, en gros, comment est-ce qu'Arsenal s'est transformé et est devenu une force qui compete pour le titre. Bah, ils ont laissé du temps à un mec qui avait la fibre club et un vrai projet tactique avancé. Je sais pas si ce mec-là, pour Chelsea, c'est Rosenior. Pour moi, c'est ma grosse question sur Chelsea, là, sur la deuxième partie de saison. Est-ce qu'avec lui, ils ont trouvé leur mec auquel tu peux donner bien 2, 3 et idéalement 4 saisons, même si on sait que ça, c'est rarissime à Chelsea, ça arrive quasiment jamais. Et il y a une forme d'instabilité presque identitaire sur le poste managérial. Mais je pense par exemple à un Fabregas qui est en train de tout exploser à Como et qui va à un moment chercher l'étage au-dessus. Il a cette affinité avec Chelsea. Est-ce que lui, ça pourrait être l'Arteta de Chelsea? Et s'il règle ces deux trucs, pour moi, la charnière centrale, en prenant enfin des mecs d'expérience, ok, on a trouvé avec cette stratégie de cycle through un maximum de jeunes, on a trouvé nos franchise players de devant, on a trouvé Palmer, on a trouvé Caicedo, on a trouvé peut-être Estevao, on a pour moi trouvé Pedro et peut-être Andrei Santos aussi, mais derrière, peut-être que c'est Colwill, peut-être que c'est Mamadou Sarr, mais là ce serait le temps de l'équiper avec un mec qui a vraiment de la bouteille, un mec de 28, 29, 30 ans, très capé à haut niveau, et retrouver ton Thiago Silva un petit peu des dernières années, et après trouver le bon coach avec lequel vraiment tu peux te projeter pendant un moment. Mais si Chelsea fait ça, je trouve que je vois pas mal d'éléments récemment où je me dis ouais, ils sont plutôt sur la bonne trajectoire, genre sur les 6 derniers matchs de Première Ligue, il y a 5 victoires, 1 nul, ils font encore des erreurs bêtes là contre Leeds qui leur coûtent les 3 points. C'est le clean sheet aussi, hein, ça encaisse beaucoup de buts, tu vois, c'est genre. C'est sûr, 30 buts encaissés en beaucoup. Première Ligue. Arsenal est à 17, City est à 24, Aston Villa 27, Everton est à 30, ils ont encaissé autant de buts qu'Everton. Donc ouais, non, Chelsea a des vrais progrès à faire sur cette dimension-là. Malgré tout, ouais, je trouve qu'ils ont montré effectivement dans quelques grosses rencontres, comme tu as dit, qu'il y a une base intéressante. Et si je dois faire aujourd'hui
les 20 meilleurs joueurs de Première Ligue, j'en mets plusieurs de Chelsea, ligne par ligne. Tu peux mettre Caicedo, tu peux mettre Palmer. Pour moi, sur les meilleurs numéro 9 de la planète, si je fais mon top 10 aujourd'hui, je pense que je mets Pedro pas loin de la 10e place. Un truc comme ça, j'aime vraiment ce que je vois de João Pedro. Donc il y a des pièces qu'ils ont trouvées, je trouve, avec leur stratégie. Mais maintenant, c'est peut-être le temps de passer à l'étage, ou disons la vitesse supérieure, en prenant des mecs vraiment confirmés à quelques petites positions qui pourraient te permettre de, l'année prochaine ou l'année d'après, là, vraiment challenger pour le titre. Parce que là, actuellement, ils sont à 12 points d'Arsenal. Il reste encore, et ils ont joué un match en plus. Et il reste encore, un tiers de la saison à jouer. Ils sont trop loin actuellement de challenger pour le titre, mais C'est un paradoxe quand même Chelsea parce que ils sont capables de ne pas faire une saison incroyable, mais ils sont capables après d'aller en finale de FA Cup, d'aller en finale de Ligue des Champions, d'aller en, tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est une équipe que moi je trouve très très fascinante parce qu'ils ont du talent, ils ont vraiment de bons joueurs, ils ont un pool de joueurs énorme et au-delà de cela, ils recrutent tout le temps. Même là, ils ont pas encore mis Jamie Gittens, il est pas encore chaud, tu vois, comment il s'appelle l'autre de Manchester United, Garnacho, il est pas encore chaud, tu vois, jusqu'à présent il y a plein de boys qui n'ont pas encore retrouvé vraiment leur place dans cette équipe-là. Ça peut être des super subs au top. Finalement, Chelsea peut se retrouver avec un effectif rapidement. En 2 secondes, Chelsea peut avoir l'effectif d'Arsenal. Nous, ça nous a pris 4 ans, un mercato, aller chercher le directeur sportif de l'Atlético, Berta, pour venir, pour changer l'affaire. Chelsea, à la base, ils ont déjà l'effectif. Ils ont déjà l'effectif. Ils ont déjà, Chelsea à eux tout seuls, ils ont 4 clubs. Strasbourg, machin, je sais pas combien de clubs ils ont à travers le monde, en fait, tu vois. Donc, des joueurs du talent, ils en ont. Donc, techniquement, moi, je pense que c'est plus une question directionnelle, comme on a dit là tout à l'heure, juste une question directionnelle. Mais petit à petit, il y a moyen que cette équipe-là revienne. En tout cas, moi, cette année, je me méfie parce que cette course-là, personne n'en parle beaucoup, mais la course entre Villa, ils sont devant, mais ils sont pas très loin devant, tu vois, 5 points, ça peut aller très vite. La course entre Villa, United, Liverpool et Chelsea, en sachant que Villa est en Europa League et que Villa peut gagner l'Europa League aussi pour se qualifier peut-être en Ligue des Champions, ça risque d'être franchement... Non, lâche ça, l'Europa League, c'est pour nous cette année. Je savais qu'il allait parler. Qui c'est les premiers de la phase de Ligue? C'est bon, on n'a rien dit, on attend calmement, on attend le mois de mai, avec la finale évidemment que nous tous, on attend Aston Villa-Lyon en finale d'Europa League, on l'espère. Ah ouais, de ouf. Qu'est-ce que tu penses de Robert Sanchez? Est-ce qu'ils ont trouvé leur gardien? Parce que quand je regarde aussi City avec Donnarumma, Arsenal avec Raya, les équipes qui challenge pour le titre, elles ont leur grand gardien. Liverpool l'année dernière avec Alisson qui était spectaculaire. Est-ce que Chelsea Sanchez c'est fait pour durer ou est-ce que là aussi il faut considérer par exemple dès le mercato estival une vraie upgrade? Alors Roberto Sanchez, ça je pense que ceux qui me suivent, ils savent très bien que je suis dur avec lui depuis longtemps, pas depuis cette année, depuis le début de la saison passée. Ça fait presque 18 mois que je suis sur le dos de Roberto Sanchez. Je trouve qu'il fait beaucoup d'erreurs. Je trouve qu'il est pas assez serein. J'essaie de revoir des images. C'est pas lui la dernière fois, il a fait une bêtise, il a voulu sortir, il allait dans un no man's land. Qui l'a lobé? C'est pas ça là? Je sais même plus c'était quel match en fait. Chelsea, je sais plus qui là, il s'est fait lober des trucs comme ça. Il fait que des bêtises en fait. Il fait beaucoup de bêtises. Il fait beaucoup d'erreurs. Cette année, je trouve qu'il fait une meilleure saison et j'en ai parlé même d'ailleurs hier. Hier, je l'ai dit ou avant-hier dans le débrief Chelsea Leeds. J'ai dit que je trouve que Sanchez fait une meilleure saison cette année. Mais est-ce qu'il fait une meilleure saison justifie le fait qu'il doit être le gardien numéro 1 de Chelsea à long terme? Je ne pense pas. Pas mal de moments ici. Sanchez a fait douter les gens la saison passée. À un moment donné, il était sur le banc. C'est Jorgensen, non? Je pense le deuxième. Je sais plus comment il s'appelle, leur deuxième gardien. Mais c'est le deuxième gardien de Chelsea la saison passée qui avait joué quelques matchs et puis tout cela, tu vois, pour remplacer un Robert Sanchez qui n'était pas en confiance. Et on dit souvent que c'est la défense, c'est des bonnes défenses et des grandes défenses qui gagnent des titres. C'est important d'avoir une grande défense. Aujourd'hui, tu peux pas avoir une axe centrale qui n'est pas une axe centrale confirmée, sereine, et avoir un gardien de but qui lui aussi tergiverse. C'est ça en fait un des gros problèmes dans cette équipe de Chelsea là. Parce qu'il y a des équipes, si tu regardes bien, l'axe central n'est pas top, mais le gardien ramène énormément de sérénité. Même d'ailleurs à Manchester City dont on parle là, ils ont dû ramener Gueye, ok, mais avant ça, il avait pas mal de problèmes à cause des blessés. Il a perdu Guardiola sur la saison, Ruben Dias in and out, tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de rafistolages qui ont été faits à Chelsea dans l'axe central. Mais tant que Donnarumma est au top, ça va. Parce que tu sais que ton gardien, il va rassurer les gars. Sanchez, c'est pas le cas. Donc, pour moi, Sanchez n'est pas le genre de gardien qu'il te faut pour aller, en tout cas, atteindre les objectifs que Chelsea veut atteindre. Je pense.
Ouais, c'est, je pense, pour moi, il ressemble à une version moins forte d'Ederson, genre top jeu au pied. Par exemple, même l'autre jour, surtout jeu long, l'autre jour contre Leeds, bah c'est lui qui envoie le ballon. C'est genre l'axe Sanchez joue au Pedro, et c'est ça qui permet à Pedro de provoquer le penalty du 2-0, juste un ballon long par dessus. Mais ouais, sur le shot stopping, je me dis si Chelsea il voulait faire Maignan à une époque, et finalement Maignan a prolongé. Mais dans un monde où ils avaient fait Maignan plus un équivalent un peu Thiago Silva, un top défenseur central trentenaire, bah franchement juste avec ça, je trouve qu'ils deviennent saison prochaine favoris pour la 3e place, un truc comme ça. Tu vois, genre je mets encore Arsenal et sans doute City, mais par exemple peut-être je les mettrais devant Liverpool, genre s'ils faisaient 2 acquisitions comme ça. Mais ouais, en tout cas intéressant. Moi, depuis longtemps, je suis assez high sur Chelsea parce que je trouve que leur stratégie d'empiler les jeunes et dès que ça marche pas, passer à autre chose, et bah finalement, progressivement, ils sont en train de trouver des réponses un petit peu à tous les postes. Mais derrière, peut-être que il y a quand même des zones où tu as besoin de plus d'expérience. Et Chelsea est la fameuse équipe la plus jeune d'Europe sur la moyenne d'âge. Quand tu regardes le nombre de minutes disputées, des 96 équipes, c'est l'équipe la plus jeune. Je pense que Strasbourg doit être la 2e plus jeune. Donc on voit clairement l'idée de trouver tes franchise guys tôt. Mais ensuite, maintenant, c'est peut-être le moment de passer à la suite. Bon, moi, c'est un peu ce que je pensais de Chelsea. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur les Blues avant qu'on passe à la 2e question. Non, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Je vois pas d'autres points dont j'ai envie de discuter réellement. Ben, j'ai hâte de voir cet été aussi comment ils vont gérer certains cas parce que Jackson va revenir de près. Comment ils vont gérer Nicolas Jackson aussi, c'est pas petit, tu vois. Donc il y a plein de petits cas que j'ai hâte de voir. Et il y a une Coupe du Monde aussi, donc année après Coupe du Monde, tout est possible. Il peut y avoir quelques petits mouvements sur certains boys qui peuvent être appelés, genre les Santos, tout ça, en équipe nationale du Brésil, etc. Bon, on sait jamais qui peut percer, qui peut s'éteindre un peu. Donc ouais, hâte de voir. Mais ouais, il y a du potentiel. Souvent les Coupes du Monde sont des bons révélateurs de gardiens. Genre Keylor Navas 2014, Mamardashvili à l'Euro récemment. Genre, c'est souvent des gardiens qui arrivent devant de la scène et en fait signent pour un top club dans la foulée. Donc peut-être le gardien de Curaçao va faire des parades fantastiques. Le gars du Suriname est venu nous traumatiser. Alors, ok pour Chelsea. Mon prochain thème c'est le Barça. Et je vais partir du principe qu'on est d'accord sur le fait que Pedri, Yamal et Rafinha sont les 3 joueurs les plus importants du Barça. C'est clairement le triptyque. Pedri, Yamal, Rafinha. Qui est le 4e ? Qui est aujourd'hui le 4e joueur le plus important du Barça ? Ouh, c'est une très bonne question ça. Pedri, Yamal, Rafinha. Attends, excuse-moi, là, il faut que j'aille ressortir cet effectif-là pour que ce soit clair dans ma tête, pour voir si je n'oublie personne. Franchement, moi j'ai genre 5, 6, 7 noms. C'est intéressant de tous les considérer un petit peu. De fou, parce que... Alors, tu me dis ça et tu me dis qui est le 4e. Pedri, Yamal, truc. Alors, le premier nom qui me vient en tête déjà à la base, en fait, j'en ai... C'est drôle parce que là, en ce moment, concrètement, j'en ai que 2. Ok. Moi, j'en ai que 2. Ouais, j'en ai que 2, en fait. J'en ai que 2 pour moi. Si on se base sur cette saison-là, en ce moment, sur cette saison. Ouais, en ce moment, c'est vraiment cette en saison, ce moment. Moi, j'en ai que 2 de plus, franchement. Je sais pas toi si t'en as d'autres de plus, mais c'est la plupart des boys qui sont là. Moi, j'en ai considéré 5, 6. Ouais, ils sont expendable. Genre, ils peuvent être, on peut les interchanger, tu vois. Mais il y en a 2 pour moi qui sont indispensables. Si on part du postulat, effectivement, que Pedri, Yamal et Rafinha sont les joueurs les plus importants de la base de cette équipe-là. Une chaise avec 3 pieds, c'est une chaise. C'est compliqué. Il faudrait qu'il y ait un 4e, on va dire le 4e pilier pour essayer de tenir l'équilibre. J'ai 2 noms et les 2 noms sont défensifs. Le premier, c'est le gardien de but, Yohan Garcia. Ils avaient besoin d'un gardien de but. Ils avaient besoin de quelqu'un pour tenir défensivement, pour amener cette sérénité-là. D'ailleurs, tout à l'heure, par rapport à ce qu'on disait avec Sanchez, Yohan Garcia en est un parfait exemple. C'est-à-dire que tu as une axe centrale que tu sais qu'il y a du potentiel, mais franchement, c'est pas ça.
On va être très très sérieux. Moi j'aime bien Koubarsi, j'aime bien les Gérard Martin, tout ça là, c'est des boys, c'est des guerriers, ils sont très bons. Koubarsi, il est un talent, voilà, on sait que la marge est énorme pour les années qui s'en viennent, surtout qu'un défenseur d'habitude, la maturité arrive aux alentours de, bon, avant on disait 28, 29 ans, aujourd'hui avec la précocité des jeunes, j'ai envie de dire 23 ans, 24 ans, tu vois, c'est là où tu prends vraiment, si tu as commencé un peu plus tôt à 18 ans, donc ça te prend peut-être 4-5 ans avant de vraiment prendre ton rythme de croisière, d'être vraiment le boy sur lequel on peut compter et tout, être le leader qu'il faut, à quelques exceptions près. Donc pour moi, Koubarsi, je pense que voilà, pour le moment, il y a le potentiel, mais c'est encore un peu trop jeune. Et Yohan Garcia a amené cette sérénité-là à cette défense centrale-là. Tu as une défense centrale du Barça qui joue très haut, qui concède beaucoup de 1 contre 1. Ils avaient besoin d'un gardien pour les rassurer, Yohan Garcia. Le deuxième, c'est Eric. C'est les deux Garcia, hein. Ils sont tous les deux Garcia. Les deux Garcia. Voilà, c'est Eric, parce que Eric, c'est le couteau suisse de cette équipe-là. Et Hansi Flick, je pense qu'il avait besoin d'un vrai couteau suisse, tu vois. Quelqu'un capable de vraiment ratisser partout. Et il n'y a pas un joueur dans cette équipe du Barça qui a eu plus de postes différents, je pense, que Eric Garcia. Il me semble. Jules Koundé a joué central droite. Araujo a joué central droite, les autres ont joué gauche centrale, mais j'ai pas vu encore un gars qui a fait défenseur, milieu défensif, même des fois box to box, comment on appelle ça, défenseur central, latéral à droite, à gauche, machin et tout. Ça c'est Eric Garcia. Et Eric Garcia, c'est un joueur qui a énormément d'expérience, tu vois. C'est un gars qui a beaucoup de vécu aussi footballistique. C'est un mec qui a eu l'opportunité d'apprendre à gauche et à droite. Donc moi je le trouve très intéressant et je trouve que cette saison il est vraiment au top. Cette saison c'est peut-être lui le patron défensivement, c'est peut-être lui le leader défensivement, c'est peut-être Eric Garcia qui a remplacé voilà, j'avais oublié son nom, j'allais dire le frérot qui est parti en Arabie Saoudite, Inigo Martinez. Donc ouais, moi je dirais c'est ces deux joueurs là qui pour moi voilà, si on doit faire le five-a-side du Barça cette saison, c'est Yohan Garcia dans les buts, c'est Eric Garcia derrière, c'est Pedri au milieu de terrain, c'est Rafinha et puis Lamine Yamal en attaque. Pour moi c'est ça. C'est les deux joueurs les plus importants. Le reste, il y a moyen de discuter. Je suis assez d'accord. Franchement, les deux Garcia aussi sont tout en haut de ma liste. Eric Garcia, c'est le joueur du Barça avec le plus de minutes disputées cette saison, toutes compétitions confondues. C'est pas Yamal, c'est pas Pedri, c'est pas Rafinha, c'est pas Frenkie, c'est Eric Garcia, le mec qui a le plus joué sous Flick. L'année dernière, c'était Koundé qui avait joué absolument toutes les minutes de toutes les compétitions, le mec indéboulonnable, etc. Dans cette saison difficile pour Koundé, le step-up d'Eric Garcia est encore plus nécessaire. Dans cette saison sans Inigo, le step-up d'Eric Garcia est encore plus nécessaire. Mais du coup, je trouve ça assez marrant. C'est pour ça que la question m'intéressait bien. Je trouve ça assez marrant de se dire, c'est qui le 4e joueur le plus important du Barça? C'est Eric Garcia. Un mec qui, il y a quelques années, bon, voilà, il était pas du tout programmé pour ça. Pas vraiment intéressé, conservé par Pepa City. Bonne saison à Girona, mais bon, voilà, tu t'imaginais pas que ce serait lui. Et en vrai, ouais, je pense qu'il y a moyen que ce soit lui. Johan Garcia, je suis d'accord avec toi aussi. Clairement, on a vu l'upgrade pour le Barça dans les buts. Hyper important avec leur style où ils concèdent énormément de big chances, où il y a beaucoup d'espace dans le dos de la ligne, besoin d'un mec plus mobile. Et c'est pas Donnarumma sur sa ligne, mais c'est un bon gardien sur sa ligne. Donc ça fait pas mal de diff aussi avec Chesney. Bon, moi je pensais à Frenkie quand même. Frenkie au milieu de terrain, la paire Frenkie-Pedri dans ton 4-2-3-1, c'est quand même une structure, une base très très forte. En plus, il est là depuis un moment, porte souvent le brassard de capitaine. Je pense que le contre-argument pour Frenkie, c'est de dire qu'il y a du monde au milieu de terrain au Barça. Donc il y a un concept en NBA qui s'appelle, ou en sport américain qui s'appelle le cost above replacement, la différence entre le joueur et son remplaçant. Et pour le Barça, avec Johan Garcia et avec Eric Garcia, c'est très clair le delta de qualité. Mais avec Frenkie, tu te dis, bon, au pire, je crois le dernier match, par exemple, contre Mallorca, il y a pas Frenkie. Tu mets Casado, il y a Bernal qui entre, qui est top aussi. Donc t'as des possibilités de milieu reculé. Tu peux faire un truc avec peut-être un Pedri un petit peu plus bas, ou justement Eric Garcia qui peut fill in à toutes les positions. Et devant, t'as encore Olmo, t'as encore Fermin. Enfin, il y a tellement de monde, on sait, au milieu de terrain, dans ce couloir vraiment axial du Barça. C'est la raison pour laquelle Dro, d'ailleurs, est parti, en partie pour ça, parce que les minutes, elles sont difficiles dans cette zone. Pas beaucoup de place. Donc peut-être que Frenkie, malgré toute sa qualité, toute son importance dans ce Barça-là, t'as suffisamment de bonnes options pour pallier à une blessure. Et je pense que c'est la bonne manière de
de frame cette question, c'est de se dire, demain, demi-finale de Ligue des Champions, comme l'année dernière contre l'Inter, où le Barça, il leur manquait beaucoup de monde, malheureusement. Lewandowski, Baldé, etc., ils avaient beaucoup de forfaits majeurs qui leur ont causé du tort dans cette configuration. T'as certainement pas envie d'avoir Pedri blessé, d'avoir Yamal blessé et d'avoir Rafinha blessé, mais le quatrième que tu veux surtout pas avoir blessé, qui est-ce que c'est? Du coup, ouais, peut-être l'ami Eric. Qui est-ce que Tu sais, moi, Frenkie, par exemple. Moi, Frenkie, par exemple. Récemment, j'ai vu les fans du Barça, ils étaient fâchés, tu vois. Je suis venu, j'ai parlé de Frenkie, ils étaient fâchés. Et juste ce que je disais, tu vois. La réalité, c'est que ce que tu as dit tout à l'heure, c'est important. Ton cost of replacement, il est important, mais la réalité aussi, c'est combien est-ce que le gars, il te coûte? Frenkie, il te coûte cher. Absolument. Frenkie, c'est un des plus gros salaires. Si ce n'est peut-être même le plus gros, je sais même plus. En tout cas, je me rappelle des affaires quand on parlait durant le Covid. Ça fait longtemps que j'ai pas suivi, mais ça me disait des arriérés de salaire, machin, tout ça et tout. Frenkie is expensive. Frenkie est là depuis genre 5 ans, je pense. Ça fait longtemps qu'il est là, en fait. Tu vois. Et jusqu'à présent, c'est difficile des fois de sortir une saison où tu as eu un Frenkie. Peut-être qu'il y en a eu une sur 5. Genre Frenkie, ça me rappelle des fois genre Granit Xhaka à Arsenal. Un peu dans l'optique, pas dans le talent ou la manière de jouer, non, dans l'optique de la carrière en fait. C'est Granit Xhaka, il a fallu attendre les 2 dernières saisons pour voir les 2 meilleures saisons de Granit Xhaka de sa vie. Mais pendant les 5 années avant en fait, c'était un joueur relativement correct. C'était pas le joueur qui transcendait l'équipe, qui était en train d'être le leader, le machin et tout cela, tu vois. Donc Frenkie de Jong, moi j'ai ce problème-là avec Frenkie en me disant, moi je suis encore nostalgique de cette équipe de Erik ten Hag là. Ils étaient très forts, ils nous ont bluffés, on était tous en amour avec ces boys-là. Parce qu'on s'est dit, ouais, ça c'est vraiment le petit poussé, c'est l'Ajax. Tu vois, il y a le narratif Johan Cruyff, il y a le narratif à l'ancienne, c'est pas possible, en fait. C'est un grand dormant, je sais pas moi, comment on appelle ça? C'est un volcan qui est en train de dormir, en fait. Il va pas partir en éruption. Et l'Ajax est parti en éruption cette année-là. Et dans l'éruption, il y a eu du talent qui est sorti. Parmi ce talent-là, il y avait Frenkie de Jong, tu vois. Et quand je vois après les blessures, le rythme, ça a été des montagnes russes avec Frenkie. On n'a jamais vraiment eu une pente ascendante où on a vu le gars monter et puis se dire ouais, il va atteindre des sommets. Ça, c'est personnel, moi, c'est comme ça que je ressens la fin avec Frenkie. Et ça veut pas dire que tu aimes pas le joueur ou que tu le kiffes pas. Au contraire, c'est un boy qui est très talentueux et qui, pour moi, aurait dû partir à un moment donné. Il y a 1 an ou 2 ans déjà, parce que aujourd'hui, il fait une bonne saison. Fait une très bonne saison cette année. Là, surtout dans cette deuxième partie de saison, avec Pedri qui n'est pas là, je vois un Frenkie qui est vraiment investi, qui est au top, il n'y a pas de souci. Mais il faut pas oublier que c'est le même Frenkie qui a même pas 2 ans, ils voulaient tous s'en débarrasser, ils étaient prêts à le brader à Manchester United, ou je sais même plus quel club. Donc, c'est le football a ces narratifs-là, où moi je me dis, c'est pour ça que Frenkie, je le considère pas comme étant un joueur, genre, s'il est pas là, il y a un problème. Parce que j'ai l'impression que plusieurs fois il n'a pas été là et ils ont quand même réussi à s'en sortir, tu vois. C'est pour ça que je disais Frenkie, il fait partie de ces gars que moi je mets dans les... Je peux me passer de toi, malgré ton talent. Je peux me permettre de me passer de toi, mais je peux pas me permettre de me passer de Pedri, ni de Yamal, ni de Rafinha, et encore moins d'Eric Garcia, vu ce qu'il montre depuis la saison passée, depuis même la deuxième partie de saison passée. Donc, c'est un peu ça, moi, qui me refroidit avec ton boy néerlandais, là. C'est intéressant, ouais, je pense que sur le coup, si c'est effectivement 19 millions annuels, comme je vois sur Capology, parce que je sais qu'il y a eu pas mal de trucs sur le salaire de Frenkie qui était parfois un peu surévalué. On a eu du mal à trouver les vrais chiffres. Mais bon, je pense pendant pas mal de temps, il a repoussé son salaire, il a accepté d'être moins payé, etc. C'est comment c'est la situation avec le Barça. Si c'est effectivement 19 millions, il y a que Lewandowski qui est au-dessus à 21 millions annuels. Et par rapport à ça, peut-être que c'est, surtout vu la situation du Barça comptablement, c'est peut-être un peu trop par rapport à son rendement, parce que c'est le deuxième plus gros salaire. Après, je pense quand même Frenkie très important, et si c'est pas le quatrième, parce que je suis d'accord, on a dit Eric Garcia, Johan Garcia, peut-être ça complète le top 5 actuellement. Bah pour moi, il est quand même facilement dans le top 6. Je pense que je préfère... C'est intéressant, il y a peut-être une question, si on dit que c'est Yamal, Pedri, Rafinha, et ensuite les 2 Garcia, si on accepte ce postulat comme les 5 joueurs actuellement les plus importants du Barça, sur le 6e, est-ce que c'est Frenkie? Est-ce que c'est Lewandowski? Est-ce que c'est Koubarsi? Moi, sur Koubarsi,
je vois beaucoup le potentiel, mais je vois aussi beaucoup le déficit. Genre actuellement, là, sur le niveau actuel, je mettrais pas Koubarsi, je pense, parmi... Faudrait que je regarde vraiment et que je prenne du temps pour faire mon classement, mais je pense pas que je le mettrais dans les 10, voire même peut-être les 15 meilleurs défenseurs centraux de la planète sur juste le niveau actuellement. Donc, après, c'est juste qu'est-ce que tu mets... ils ont aussi une question de value above replacement sur la charnière centrale au Barça, parce qu'il y a pas grand monde derrière pour prendre Non, la après, relève. je pense que là-bas, il faut juste être un peu patient. Je pense qu'avec les petits là, tu vois, ça me rappelle quand Wenger, il disait, je pars chaque début de saison avec des jeunes joueurs que je sais qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ils vont me coûter des points. Mais j'accepte les points qu'ils vont me coûter. Ça qu'avait dit une fois Arsène Wenger. Non, sur le développement, je suis d'accord. Sur le Donc développement, ça, je je suis d'accord. dis, bon, on peut leur donner un peu de temps, Non, tu vois, bien le sûr. Koubarsi. Mais bon, aujourd'hui, est-ce que c'est le boy qui... Voilà. Aujourd'hui, le Barça est capable de jouer, je pense. Bon, dans certaines configurations, ils sont capables de se gérer, de ne pas avoir Koubarsi et de faire un bon match. Le problème, c'est qui est-ce que tu mets derrière? Parce que derrière, c'est Araujo, peut-être Christensen. Tu ramènes Jules Koundé. Jules est sur le côté, là, il est en train de galérer. Peut-être qu'il court trop. Peut-être que les rastas sont trop lourds, il court trop, ça le fatigue, je sais pas, il y a un problème avec Koundé. Ramène-le dans l'axe. Et tu mettrais qui sixième alors? Personnellement, je pense que je partirais sur un de ces deux boys-là, qui pour moi sont importants, et même sur les deux, c'est comme ça que toi tu l'avais présenté ici, et je reprends exactement ce que m'avait dit Willou, ce truand de Willou là, il est venu ici, on devait être sérieux, on devait choisir un joueur par ligne, lui il est venu, il m'a fait un combo que j'ai pas compris, et tu vois, il m'a dit, il y a un boy là-bas, il m'a dit, c'est quoi tu m'avais dit? Tu m'avais dit c'est Dani Lopez, tu m'avais pas dit ça, ou bien tu m'avais dit Firmin Olmo, ou je sais plus, c'est pas celui-là que tu avais fait? Tu avais fait oui, un petit truc comme ça, là. des deux. Oui, quand on faisait nos meilleurs milieux offensifs de la saison. C'est comme le Jaotinha, là, que tu m'avais fait. Le Jaotinha, bien sûr. C'est ça. Je pense que ces deux-là sont très importants. Parce que, des fois, je me pose des questions en me disant, de quoi aurait l'air le Barça avec un vrai double pivot défensif et Pedri dans une position plus avancée? Et des ailiers et un attaquant. Tu vois ça? Genre, je me demande, parce que j'ai l'impression que, genre, ils ont l'air pas insignifiants, mais ils ont l'air pas si importants, mais ils sont ultra importants, un de ces deux-là. Dani Olmo ou Fermin Lopez. T'en sors un de ces deux-là et bizarrement, t'as un problème dans la manière de résoudre ce puzzle-là. Tu vois, la manière de sortir du labyrinthe Barça, il y a des chemins qui se ferment. Tu vois. Je dirais, donc, sur un peu, ouais. Olmo Fermin, je veux surtout pas que les deux soient blessés. Mais si tu me dis, avant la demi-finale retour de Ligue des Champions, un des deux est blessé, c'est le cadet de mes soucis, parce que je les trouve tellement interchangeables, les deux. Genre, la différence de qualité entre Fermin et Olmo, et entre Olmo et Fermin, bon, il y a des choses un petit peu différentes, c'est pas exactement les mêmes joueurs, mais ça va. Franchement, ce serait le cadet de mes soucis. Je suis beaucoup plus inquiet de, tu vois, même un mec qui est pas forcément extraordinaire, je pense, ouais, bah, tu vois, c'est intéressant. Et Lewandowski, tu le mettrais où dans le... Est-ce que, genre, pas avoir Lewandowski et c'est Ferran à la place, est-ce que ça, pour toi, immense problème ou ça va? Mais quand tu vois la saison que Ferran fait cette année, plus ou moins, ça équivaut à peu près à ce que en fait, bon, c'est assez paradoxal. Je veux dire, Ferran, il a quel âge? C'est un Ferran à 27 ans, je sais pas, 28 ans, qui te donne le même rendement qu'un Lewandowski à 38 ans. Bon, déjà, ça veut dire que Ferran a un problème. C'est Ferran le problème réellement, normalement, tu vois. Mais j'ai l'impression que les deux, finalement, cette saison, ça donne un peu comme Dani Olmo et puis Firmin Lopez. Que tu mettes Ferran ou tu mettes Lewandowski, bon, finalement, t'auras tes buts. C'est juste que Ferran fait une saison, voilà, au top, il marque beaucoup, il a beaucoup marqué, encore plus qu'il a eu à le faire dans le passé. Mais je mettrais, franchement, pour moi, Lewandowski n'est pas un... Je le mets pas dans mes trucs indispensables cette année au Barça, personnellement. Et d'ailleurs, même à ce titre, je pense qu'il ne devrait pas, parce qu'il devrait tourner la page Lewandowski. Je sais pas pourquoi ils sont encore ils vont la tourner, je pense. Parce que on n'est pas convaincus. Hein. Ils ont dit, ouais, s'il baisse son salaire, je sais pas, moi, des fois, ils aiment bien faire du social. Je sais pas pourquoi. J'espère qu'ils vont tourner cette page-là, passer à autre chose. Robert, c'est une légende. Il a qu'à aller rejoindre les Karim et tout ça, tout le monde là-bas en Arabie Saoudite tranquillement. Mais ouais, moi, je dirais, juste à cause de ça, je pense que Lewandowski n'est pas un facteur. Plusieurs fois cette saison, le Barça a joué des matchs sans Robert Lewandowski et ils l'ont bien fait, tu vois. Donc, je mettrais Ferran devant Robert Lewandowski. Et vu que je ne mets pas Ferran très très haut, bah, ça fait que je suis obligé de me dire que ouais, il y a d'autres boys qui sont plus importants, qui devraient passer avant, quoi. Tu vois, par exemple, moi, je trouve que Marcus Rashford, cette saison, est plus important. Personnellement, que Lewandowski,
et Ferran Torres. Parce que Marcus Rashford t'amène non seulement j'ai envie de dire, il t'amène un événement, quelque chose de nouveau que l'année passée, à un moment donné, tu as performé, c'était top. Mais peut-être qu'il manquait cet ajout-là. C'est-à-dire que si Rafinha plafonne, si Yamal plafonne, il se passe quoi derrière? Tu vois. Et c'est là où je trouve Rashford très très important parce que à la minute où il y a plus ou moins un plafonnement dans un match, je parle dans un match carrément, dans un match où il y a un plafonnement de ces deux joueurs-là, là t'as un Rashford qui peut venir. Et en plus de ça, il fait une très belle saison pour un gars qui vient d'arriver en Espagne pour la première fois de sa vie. Il sort de l'Espagne, de l'Angleterre. Il n'est jamais sorti de l'Angleterre. Il est né à Manchester, on l'a éduqué à Manchester, il a grandi à Manchester, il a joué à Manchester. Tu le prends à Barcelone, en même pas 2-3 mois, il devient un boy presque indispensable dans cet effectif-là. Titulaire quand il le faut, il fait le bon travail. Sur le banc, quand il rentre, il fait le travail aussi. Donc, je mettrais Rashford, je pense, devant pas mal de ces joueurs-là dans l'importance et dans l'impact qu'il a dans cette équipe-là. Surtout pour qu'elle soit capable d'atteindre certains objectifs parce que il te faut un banc, il te faut du renouvellement, il te faut du sang neuf, en fait. Tu vois, et Rashford ramène cela. Même le petit Ronny, mais Rashford encore plus. Ouais. Donc, moi, je mettrais Rashford, par exemple, devant Lewandowski. Ok, intéressant. Cette saison. Ouais. J'ai une question en plus à te poser sur le Barça, et donc, mais le mercato estival du Barça, franchement, 2025, dans le sens des arrivées en tout cas, parce que dans le sens des départs, Inigo pas vraiment remplacé, ça c'est quand même un problème. Mais quand tu regardes les mecs qui sont arrivés, honnêtement, Johan Garcia top, Rashford top, Rooney top. Avec un budget limité, ils ont plutôt trouvé des bonnes acquisitions. Ils sont là depuis Chelsea sur 17 victoires en 18 matchs. Tout n'est pas parfait encore au Barça, mais c'est en train de pas mal se passer. Un des problèmes du Barça aussi, c'est le fait de ne pas pouvoir vendre. En fait, ils n'ont pas beaucoup de joueurs qui sont... Ouais, pas beaucoup d'assets à vendre. Ils n'ont pas beaucoup d'assets à vendre, en fait. C'est comme Arsenal, des fois. Tu vois, nous, on a ce problème-là. Arsenal, nous, on ne vend pas. Hein. On ne vend pas. Je sais même plus, c'est quel joueur. Est-ce que notre plus grosse vente, c'est pas les 25 millions et tout? On ne vend pas. Il y a des grands clubs qui arrivent à acheter, à vendre. Ça aide beaucoup, tu vois. Donc, peut-être le Barça, non seulement propose des salaires élevés, donc comme tout club qui est tout en haut de la pyramide salariale, c'est dur de sortir les joueurs que tu veux sortir, parce que ça veut dire forcément pour eux baisser le salaire. Mais aussi, le Barça a un truc supplémentaire, c'est qu'ils ont une énorme réticence à vendre des mecs qu'ils ont formés. Les mecs de la Masia, ils aiment vraiment pas les vendre. Et quand je regarde actuellement la surcharge axiale qu'ils ont, tellement de bons joueurs, et que tu vois un club qui pète un câble quand ils sortent Dro Fernandez, aussi parce qu'il n'a pas été vendu très très cher sans doute par rapport à son potentiel, parce qu'il y a des questions contractuelles. Mais tu vois comment ils réagissent et tu te dis ouais, ok, bah vendre peut-être que Casado, Bernal, peut-être qu'il y a vraiment que un des deux qui est important pour eux long term, et peut-être il faut choisir, et pourtant je les vois pas trop réussir à vendre un des deux. Peut-être Gavi, tu vois. C'est lui, j'allais dire, c'est Gavi, j'allais dire. Gavi, son temps est peut-être passé, donc mais je pense qu'il y a à la fois deux choses, il y a une réticence à vendre un mec Massian parce que c'est un mec de la famille. Et s'il marche quelque part d'autre pour le président, avec les socios, c'est vraiment un point négatif dans la colonne de ton bilan en vue d'une réélection. Et deuxième chose, c'est aussi peut-être parce que ces mecs-là, on parle par exemple de Casado ou de Gavi, très très bien pour le Barça et la manière dont joue le Barça, mais c'est aussi des talents qui sont moins exportables dans d'autres modules de jeu que par exemple, je sais pas, nous en Ligue 1, on forme des mecs qui sont adaptables de partout, t'as l'impression. Oui. Ou en Première Ligue peut-être. Oui. Alors qu'au Barça, c'est moins plug and play dans d'autres configurations tactiques. Donc ça aussi, peut-être, ça fait moins de ventes. Mais ma question pour toi, la dernière sur le Barça, c'était, on a dit un petit peu, fait la hiérarchie des joueurs importants. Du coup, demain, s'il y a cette fameuse demi-finale retour et que tu peux compter sur tout le monde, c'est quoi ton 11 pour le Barça? Alors tu peux compter sur tout le monde au niveau du Barça. Tu mets Johan Garcia dans les buts, hein. Je mets Johan Garcia dans les buts, évidemment. T'as pas trop le choix, en fait. T'as pas beaucoup de trucs, donc tu pars sur... en date d'aujourd'hui, tu pars sur Jules Koundé, Koubarsi, comment il s'appelle? Jules Koundé, Koubarsi... Là, t'as des problèmes. Déjà, là, t'as des sérieux problèmes. Eric Garcia et puis Baldé.
Jules Koundé, Kobarsi, Eric Garcia, Baldé. Double pivot, Pedri, Frenkie de Jong. Et après, devant, la normale, moi j'ai une petite préférence, je trouve, pour Fermin Lopez par rapport à Dani Olmo. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une petite préférence pour Fermin Lopez. Donc j'irai avec Firmino au-dessus, et puis Yamal, Rafinha, et puis en pointe, par contre, je mettrai Ferran en pointe à la place de Robert Lewandowski. Je mettrais Ferran parce que je trouve que Lewandowski aujourd'hui, je pense qu'il est temps en fait que Lewandowski puisse ramener son grain de sel en fin de match, tranquillement, tu vois. L'intensité de certains matchs, plus la compétition va augmenter, risque d'être compliqué aussi pour lui. Et t'as besoin de gars qui sont capables de répéter les efforts physiques. Et Robert aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, même s'il est encore en forme et certainement peut-être même plus en forme que toi et moi, qui sommes plus jeunes, ça c'est sûr. Ouais. qui sommes plus jeunes que lui, c'est sûr et certain. Il est plus en forme que nous. Il y a une question aujourd'hui. Bon, en face, tu tombes face à des boys, ils sont jeunes, ils sont forts aussi, tu vois, et ils ont de la condition physique. Donc, répéter les efforts à intensité physique et tout, ça peut être un peu plus compliqué pour lui. Donc ouais, moi j'aimerais bien avoir un Lewandowski 15-20 minutes par match, fin de rencontre, on sait jamais, les défenseurs adverses sont déjà fatigués un peu, il est intelligent, il est malicieux, il a de l'expérience, il est roublard. C'est sur ça que j'aimerais compter. Mais ouais, moi c'est comme ça que je verrais cette équipe du Barça là. Ouais, je pense. Ok. Et si tu vends Frenkie, qui a de la valeur, c'est peut-être le seul boy qui a vraiment une valeur marchande aujourd'hui que tu peux vendre. Frenkie en première ligue aujourd'hui, facile. Nous, on peut mettre des clubs de première ligue. On est fous, hein. On met 40, 50 millions. Il y a quelques années, il y a 2 ans, on mettait 75 sur Frenkie. Je suis convaincu. Il y a 2 ans, là, on mettait 75 sur Frenkie. Là, aujourd'hui, je pense que 40, 50 millions, un Frenkie de Jong à Manchester United, après le départ de Casemiro, c'est pas le même type de joueur, mais n'empêche, tu vois, ça peut être intéressant. Un Frenkie, je sais pas, il peut se relancer quelque part, et là, tu récupères un peu d'argent, et là, peut-être, tu vas faire jouer un de tes petits là, ou tu vas acheter un défenseur avec cet argent et faire monter Eric Garcia. Parce que tu sais que derrière, t'as du Gavi, t'as du Bernal, t'as du Casado, t'as des jeunes qui sont là, comme t'as dit. Donc, ouais, le succession plan de Frenkie, c'est peut-être Bernal. Le plus 6 progressif de toutes les pépites qui arrivent, plus que Casado. Il se peut qu'il soit titulaire d'ailleurs aujourd'hui face à l'Atlético. Ouais, ce soir. Donc, à suivre. Okay.